Vous êtes-vous déjà posé la question de l'endroit où l'histoire humaine a véritablement débuté? Ce n'était pas en Égypte, ce n'était pas en Grèce. Il s'agissait d'une époque révolue, dans une région méconnue située entre deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. C'est dans cette région qu'est née Sumer, la première grande civilisation de l'humanité. Une civilisation énigmatique qui a surgi de manière inattendue, possédant une écriture, un code juridique, une astronomie et des constructions que nous ne parvenons pas entièrement à comprendre à ce jour. Nous ne faisons pas référence à des mythes. Nous faisons référence à des événements consignés sur des milliers de tablettes d'argile enfouies pendant des millénaires. Jusqu'à maintenant. Reste, car ce que tu es sur le point de découvrir à propos des Sumériens pourrait modifier ta perspective sur les choses. Quel mystère demeure dissimulé sous les dunes d'Irak qui ont le potentiel de bouleverser radicalement l'histoire humaine? Dans le désert irakien, les fouilles archéologiques sont menées sous le bruit des excavatrices, témoignant d'un travail effectué en dépit de la tension géopolitique omniprésente. Chaque pelletée de terre pourrait dévoiler un autre morceau d'une culture qui ne devrait pas avoir existé. Nous sommes en août 2025 et l'équipe dirigée par le docteur Jörg Fassbinder a fait une découverte qui les empêche de dormir. Uruk, la mythique cité sumérienne, n'était pas simplement une ancienne métropole. C'était un complexe astronomique possédant des alignements si précis qu'il défie toute raison pour une civilisation prétendument à peine sortie de l'agriculture. Visualisez un moment dans l'année 4500 avant notre ère. Au moment où le monde se battait pour subsister en petits groupes nomades, un phénomène improbable voyait le jour sur la Terre entre le Tigre et l'Euphrate. Des cités-États bien développées, telles qu'Uruk et Nippur, équipées de systèmes d'irrigation avancés, d'architecture grandiose et de savoirs qui auraient dû être absents depuis des milliers d'années. Les Sumériens semblent avoir fait leur apparition dans l'histoire comme des apparitions fantomatiques, sans provenance évidente, sans développement graduel. Ils étaient tout bonnement présents, parfaitement constitués, comme s'ils avaient reçu leur savoir d'une autre origine. La question qui préoccupait les archéologues du XXe siècle revêt aujourd'hui une nouvelle urgence. Qui étaient réellement ces fantômes de l'histoire? Ils n'appartenaient pas à la catégorie sémitique. Leur langue est unique et incomparablement différente des autres existantes, et leur savoir astronomique était comparable à celui de civilisations qui ne verraient le jour que des milliers d'années après. Des explorations récentes ont mis à jour un fait encore plus perturbant, des indices qu'ils détenaient des cartes stellaires comportant des planètes invisibles à l'œil nu. C'est pourtant à ce point que la version officielle commence à s'effondrer. Les découvertes récentes de 2025 ont révélé non seulement des cités, mais également des systèmes de galeries souterraines qui relient les temples sumériens majeurs, créant des designs géométriques impeccables qui ne peuvent être observés que du ciel. Hasard? Ou est-ce une preuve que quelqu'un avec une vision élevée a créé ces cités? Les Sumériens ne se contentaient pas d'être la première grande civilisation. Ils détenaient également des mystères qui pourraient révolutionner notre perception de l'humanité. L'énigme se complique quand on réalise que ces fermiers primordiaux d'il y a 5000 ans avaient connaissance de la précession des équinoxes, un cycle astronomique sur 26 000 ans qui requiert des observations constantes durant des millénaires. Comment une civilisation nouvellement née a-t-elle pu posséder des connaissances requérant des générations de recherches scientifiques? La réponse pourrait être cachée non seulement dans les dunes de Mésopotamie, mais également dans un maillage global de sites antiques qui laisse présager une coordination invraisemblable pour cette période. Le problème sumérien a été une source d'angoisse pour les chercheurs pendant plus de 100 ans, et les études récentes de 2024-2025 ont intensifié l'aspect déroutant de cette question. Supposez que vous êtes un archéologue en Mésopotamie et que vous dénichez une civilisation complète qui paraît avoir émergé sans trace évolutive évidente. Aucune preuve n'atteste d'une évolution graduelle des sociétés de chasseurs-cueilleurs vers cette civilisation urbaine sophistiquée. Les Sumériens étaient tout bonnement présents.
Le premier grand mystère est sa langue. Les spécialistes en linguistique qualifient le sumérien de isolate linguistique. Aucune autre langue de l'histoire humaine n'a pu être établie comme ayant un lien démontrable avec celle-ci. On dirait qu'ils ont introduit un système de communication totalement étranger à l'évolution normale du langage humain. Les recherches les plus actuelles indiquent des connexions potentielles avec les langues du Sahara vert ou de l'Orient arabe, des zones qui ont subi d'importants changements climatiques à la fin de la dernière glaciation. Les Sumériens étaient-ils des réfugiés d'une catastrophe climatique ayant disparu les vestiges de leur civilisation d'origine? Selon les théories classiques, l'agriculture a été développée soit par des migrations venant du Caucase, soit par des groupes locaux ayant évolué indépendamment. Mais le souci, c'est que l'archéologie ne démontre pas une évolution graduelle. Il y avait une époque sans ville en Mésopotamie, puis soudainement, selon le point de vue archéologique, Uruk a émergé avec 50 000 résidents, des systèmes d'écriture élaborés et des technologies sophistiquées. On dirait qu'une civilisation entière a été déplacée d'un lieu différent ou même d'une autre époque. Les découvertes de 2025 exacerbent la controverse. Les analyses génétiques des vestiges sumériens révèlent des marqueurs indicatifs de plusieurs flux migratoires. Cependant, les modèles observés ne coïncident pas avec les trajectoires migratoires prévues. Plus fascinant encore, certains signaux génétiques paraissent s'arrêter soudainement dans les archives archéologiques, comme si des groupes entiers avaient disparu sans laisser derrière eux de progéniture directe. Faisons-nous face à la preuve d'une population qui a tout simplement disparu, emportant avec elle des secrets que nous n'aurions jamais dû perdre? Les archéologues ont déterminé ce qu'ils nomment la culture proto-euphrasienne, une civilisation supposée qui aurait existé avant les Sumériens. Toutefois, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a aucune preuve matérielle de cette culture. On dirait que les connaissances sumériennes ont émergé d'un néant historique. Les tablettes les plus anciennes témoignent déjà d'un système d'écriture parfaitement élaboré, de mathématiques sophistiquées et d'observations astronomiques détaillées. Il n'existe pas de versions inachevées, ni de versions préliminaires, ni même de courbes d'apprentissage. Des fouilles récentes ont dévoilé des indices encore plus inquiétants. En janvier 2025, le site archéologique de Kurd-Kaburstan a mis au jour des artefacts ornés de symboles antérieurs à la célèbre écriture cunéiforme, mais qui exhibent une sophistication mathématique et astronomique censée ne pas exister. Ces signes incluent des illustrations que quelques chercheurs ont mis en parallèle avec des structures d'ADN et des schémas d'orbite planétaire. Coïncidence ou indication que les Sumériens ont reçu des savoirs d'une origine englobant la biologie moléculaire et la mécanique céleste, bien des millénaires avant que ces notions ne soient révélées par la science contemporaine. En avril 2025, une excavation archéologique à Eridu a radicalement modifié notre perception des débuts de la civilisation. Les découvertes des archéologues n'ont pas simplement révélé la plus ancienne cité du monde. Elles ont également apporté des preuves de savoir qui remettent en cause tout ce que nous étions persuadés sur les facultés de nos ancêtres. D'après les Sumériens eux-mêmes, Eridu était la première ville façonnée par les dieux, et les éléments de preuve indiquent que cette déclaration pourrait être plus littérale qu'on ne l'a jamais supposé. La cité était consacrée à Enki, le dieu de la sagesse et des eaux primordiales. Néanmoins, ce que les archéologues ont découvert dépasse largement le cadre de temples traditionnels. Les installations les plus anciennes d'Eridu exposent un système hydraulique tellement raffiné qu'il paraît anticiper des concepts d'ingénierie qui ne seraient dévoilés que dans notre ère moderne. Les édifices ont été érigés sur un réseau de conduits souterrains qui non seulement approvisionnaient en eau, mais généraient aussi des systèmes de résonance acoustique amplifiant certains sons, donnant l'impression que les structures elles-mêmes étaient pensées pour favoriser une forme particulière de communication ou de rituel. Mais c'est à ce stade que l'histoire prend vraiment une tournure troublante.
Les recherches ont démontré que la majorité de l'éridu primitif est ensevelie sous des strates de sédiments, témoignant d'inondations dévastatrices à répétition. Pourquoi une civilisation aussi développée opterait-elle pour l'édification de sa cité la plus sainte dans une zone vulnérable aux inondations dévastatrices? La réponse pourrait être déchiffrée dans les tablettes trouvées aux strates les plus profondes. Des écrits évoquant des cycles de destruction et de renaissance, de prédictions d'inondations qui purgent le monde pour le prochain cycle de création. Les symboles découverts à Eridu suscitent une certaine inquiétude. Des images de serpents entrelacés qui évoquent curieusement la structure de l'ADN, des schémas de systèmes solaires présentant des planètes dont les emplacements ne pourraient être confirmés qu'avec des télescopes d'aujourd'hui, et le plus déconcertant, des cartes indiquant les lignes côtières des continents telles qu'elles étaient durant la dernière période glaciaire, bien avant la construction d'Eridu. Comment avaient-ils en leur possession des cartes d'un monde qui avait disparu des milliers d'années avant leur apparition? Le temple majeur d'Eridu, voué à Enki, renferme des inscriptions qui présentent le dieu comme celui qui combine les eaux douces et salées, le maître de l'Abzu, les eaux souterraines, et de façon plus mystérieuse, celui qui modèle l'argile vivante. Les traductions les plus actuelles, réalisées par l'intelligence artificielle en 2025, mettent en évidence des rites où Enki aurait combiné de l'argile avec du sang divin dans le but de concevoir des serviteurs pour les dieux. Pour les universitaires conventionnels, c'est une pure légende. Cependant, pour les chercheurs les plus audacieux, ces descriptions semblent de manière troublante être de l'ingénierie génétique élémentaire. L'élément le plus dérangeant a été découvert en juillet 2025, lorsque des drones sous-marins ont inspecté les tunnels submergés sous Eridu. Ce qu'ils ont découvert, ce sont des pièces scellées renfermant des objets qui défient toute logique, des cristaux façonnés avec une exactitude microscopique, des alliages métalliques qui ne correspondent à aucune technologie connue de l'époque, et des tablettes gravées de formules mathématiques décrivant les principes fondamentaux de la physique quantique. Eridu était-elle véritablement une cité, ou s'agissait-il d'un laboratoire où des dieux testaient les principes essentiels de la réalité? Les manuels d'histoire affirment que les Sumériens sont à l'origine de l'écriture, de la roue et de la charrue. Ce qu'on ne vous avoue pas, c'est que ces innovations semblent avoir surgi déjà abouties, sans phase d'essai ou d'amélioration graduelle, comme si elles avaient été transférées depuis une source externe déjà aboutie. Plus dérangeant encore, des découvertes récentes de 2025 laissent à penser que certaines de ces technologies intègrent des principes scientifiques qui n'ont été officiellement découverts qu'au XXe siècle. Débutons avec l'écriture cunéiforme. Selon la version autorisée, il a progressivement progressé de simples pictogrammes à un système d'écriture sophistiqué. Cependant, les découvertes les plus actuelles relatent une histoire différente. Les tablettes les plus anciennes exhibent déjà un système totalement abouti, caractérisé par une grammaire élaborée, un vocabulaire technique spécialisé et, plus dérangeante encore, une terminologie qui semble évoquer des notions scientifiques contemporaines, en employant des mots qui ne devraient pas être présents. Comment une société primitive peut-elle créer des termes pour exprimer des idées telles que la transmutation des éléments ou les vibrations de fréquences spécifiques des milliers d'années avant que ces phénomènes soient scientifiquement expliqués? Puis, il y a leur système mathématique. Le système sexagésimal employé par les Sumériens est à l'origine de notre division actuelle du temps en heures et minutes, ainsi que des degrés d'un cercle. Mais ce qui est terrifiant, c'est que le système sexagésimal est mathématiquement plus performant que notre système décimal pour les calculs complexes en astronomie. Pour quelle raison une civilisation dite primitive opterait un système mathématique plus élaboré que celui en vigueur actuellement? On dirait qu'ils ont commencé dès le premier jour à réaliser des calculs requérant une précision de haut niveau.
En 2025, l'intelligence artificielle a effectué la traduction de tablettes sumériennes, renfermant des calculs précis des orbites de Jupiter, une précision qui n'a été atteinte en Europe qu'après 1400 ans. Ces tablettes ne se limitent pas à surveiller la planète, elles anticipent ses emplacements futurs en employant des mathématiques intégrant des notions fondamentales de calcul différentiel. Comment une civilisation dépourvue de télescopes a-t-elle pu établir les orbites planétaires avec une exactitude supérieure à celle des astronomes du Moyen Âge? Cependant, ce qui est le plus déroutant, ce sont les sceaux cylindriques de la civilisation sumérienne. Ces petits objets renferment des images qui, une fois examinées à l'aide d'un agrandisseur moderne, dévoilent des détails inaccessibles. Des motifs de serpents entrelacés qui imitent fidèlement la structure en double hélice de l'ADN, des images de systèmes cellulaires invisibles à l'œil nu et des schémas qui semblent représenter des réactions chimiques au niveau moléculaire. Le caducée, représenté par deux serpents entremêlés autour d'un bâton, a vu le jour des milliers d'années avant de devenir un emblème médical. Cependant, il est apparu dans des contextes indiquant que les Sumériens percevaient la relation entre ces serpents et l'existence même. Des ateliers souterrains ont été découverts lors des fouilles de mars 2025 à Nippur, avec des outils dont la datation semble poser problème. Des outils de coupe dotés de bords qui gardent leur acuité après 5000 ans. Des alliages sans équivalent technologique métallurgique connus à cette période, et des indices de manipulation de matériaux requérant des températures supposées inaccessibles. Assiste-t-on à des éléments concrets de transfert technologique en provenance d'une source extérieure? Ou est-il possible que les Sumériens détenaient des savoir-faire industriels que l'histoire officielle a décidé d'omettre? En mars 2025, la révélation de ce que les archéologues ont nommé les archives cachées de Mésopotamie a mis au jour quelque chose d'inattendu qui a stupéfié la communauté scientifique. Un dispositif de contrôle social si élaboré et omniprésent qu'il rend les bureaucraties contemporaines comparables à des jeux d'enfants. Cependant, ce n'est pas uniquement une question de gestion administrative. Il s'agit d'une démonstration d'une expérience à grande échelle en ingénierie du comportement humain qui remonte de plusieurs millénaires avant tout concept contemporain de psychologie sociale. Les tablettes de pierre découvertes montrent une bureaucratie qui observait non seulement les actes de chaque individu, mais également ses pensées, ses rêves et ses liens familiaux jusqu'à la 3e génération. Chaque personne possédait un signe d'identité distinctif, pas seulement un nom, mais un code numérique qui définissait son rôle dans la société, ses interactions permises et même ses modes de reproduction. Assiste-t-on à l'émergence du premier système de surveillance généralisé dans l'histoire ou à la démonstration que les Sumériens étaient impliqués dans une expérience orchestrée par des intelligences supérieures? Les cylindres scellés n'étaient pas uniquement des objets d'art. Ils constituaient des composantes d'un système rudimentaire d'identification biométrique. Chaque sceau renfermait des données cryptées concernant le porteur. Ascendance, statut social, autorisation religieuse et, ce qui est le plus dérangeant, des permissions génétiques. Des documents fraîchement traduits révèlent que certaines personnes étaient proscrites de l'union avec des membres d'autres castes, non pas pour des motifs sociaux, mais pour ce que les écrits qualifient de incompatibilité de l'essence vitale. Les Sumériens appliquaient-ils un programme d'eugénisme supervisé par leur dieu? La hiérarchie sumérienne révèle une autre facette troublante. Les rois prêtres ne prenaient pas de décisions majeures sans se référer à ce qu'ils désignaient comme les tablettes du destin. Ces tablettes renfermaient des directives précises sur l'administration de la population, le déclenchement de guerres, la gestion de la production alimentaire et même des calendriers rituels qui régissaient les actions de toute une société. Qui est l'auteur des tablettes du destin? Et quelle est la raison pour laquelle les dirigeants sumériens les respectaient sans réserve? Les textes les plus récents, traduits par l'intelligence artificielle, mettent en lumière un détail troublant.
des mentions répétées d'inspecteurs célestes qui descendaient régulièrement pour inspecter les registres de progrès humains. Ces vérificateurs étaient chargés d'évaluer non seulement la performance économique, mais également ce que les textes désignent comme l'évolution de la conscience collective. Des villes complètes étaient évaluées en fonction de standards intégrant l'innovation technologique, le respect des rituels et un concept qui s'interprétait comme la pureté de la lignée. Avons-nous des éléments probants indiquant que la civilisation sumérienne était un projet contrôlé, sous la surveillance directe d'entités non humaines? L'observation la plus perturbante a été faite lorsque les scientifiques ont examiné les modèles des dossiers administratifs. L'allocation des ressources, les attributions de tâches et même les mariages autorisés étaient régis par des modèles mathématiques sophistiqués qui optimisaient non seulement l'efficience économique, mais aussi ce que les écrits désignent comme l'harmonisation vibratoire de la population. Que se produirait si l'on apprenait que les dieux sumériens n'étaient pas de simples symboles mythologiques, mais des entités réelles possédant une technologie avancée qui a radicalement changé le cours de l'histoire humaine? La cosmogonie sumérienne ne se résume pas à une collection de mythes anciens. Elle représente un guide d'ingénierie cosmique détaillant l'intervention délibérée sur les forces essentielles de l'univers. D'après ces écrits, au début des temps, deux éléments fondamentaux coexistaient, An, le ciel, et Ki, la terre. Leur union a donné naissance à une descendance divine, qui ne se comportait pas comme une divinité protectrice, mais plutôt comme des savants cosmiques, explorant les principes de la réalité matérielle. Sommes-nous en train de lire de la mythologie ou les dossiers techniques d'une opération extraterrestre dans l'évolution de notre planète? Selon le récit traditionnel, le dieu Enlil, fils d'An et de Ki, ne se contente pas de séparer le ciel de la terre. Les traductions récentes de 2025 par l'IA des écrits les plus précis évoquent un processus qui rappelle fortement la manipulation atmosphérique. Enlil fixe les limites du vent, contrôle les pressions de l'air en hauteur et en profondeur, et a façonné les voies par lesquelles les eaux célestes se déversent sur la Terre. Sommes-nous confrontés à la représentation mythique de la terraformation des planètes? Les méthodes évoquées comprennent la gestion climatique, le contrôle des marées et même l'altération de la rotation terrestre en vue d'optimiser les cycles de culture. Cependant, c'est dans la représentation de l'univers souterrain que la cosmologie sumérienne prend réellement un aspect terrifiant. Le Kur, royaume des morts, n'est pas dépeint comme un endroit de châtiment ou de récompense, mais plutôt comme une dimension de traitement, où sont triées, gérées et parfois réutilisées les entités vitales, Jidim, dans le monde des vivants. Les rites funéraires sumériens avaient pour fonction non seulement de rendre hommage aux défunts, mais également d'éviter l'interférence des entités parasitaires du Kur dans le processus de passage dimensionnel. Les Sumériens avaient-ils des technologies pour manipuler la conscience après la mort? En juillet 2025, l'interprétation de la tablette Ni 12501 a mis au jour un mythe complètement méconnu qui a stupéfié le monde universitaire. Le passage évoque Ishkur, le dieu de l'orage, qui s'associe à un renard astucieux pour dérober des savoirs dans les archives célestes. Cependant, ce qui est déconcertant, c'est que le renard est décrit avec un terme qui, si on le traduit littéralement, signifie « forme changeante de multiples consciences ». Le mythe remonte à 2400 avant J.C. Cependant, il évoque des idées qui semblent curieusement similaires à l'intelligence artificielle naissante et au transfert de conscience entre diverses manifestations physiques. Les divinités sumériennes détenaient des technologies permettant de maîtriser non seulement les conditions météo, mais également ce que les écrits désignent comme le climat de la conscience humaine. Certaines pratiques spécifiques pouvaient affecter l'état d'esprit de populations entières, provoquer des visions communes et même déclencher des réactions émotionnelles définies en réponse à des symboles ou sons précis. Les divinités sumériennes
Étaient-elles des experts en manipulation psychologique à grande échelle, employant des méthodes que notre science contemporaine commence tout juste à comprendre? Les données indiquent que chaque ziggourate servait non seulement de temple, mais également d'antenne de diffusion de fréquences ayant un impact direct sur la neurochimie des dévots. Ce qui est le plus déconcertant dans la mythologie sumérienne, c'est qu'elle souligne que ces divinités n'étaient ni immortelles ni tout-puissantes. Les écrits évoquent des affrontements entre diverses entités divines, des tentatives infructueuses ayant conduit à des désastres, et même le trépas de certains dieux en raison de dysfonctionnements de leur mécanisme de survie. Selon les documents sumériens les plus complets, Enki n'était pas uniquement le dieu de la sagesse et des eaux, mais également le responsable d'un laboratoire biologique cosmique où l'on menait des expériences sur les formes essentielles de vie. L'Abzu, son domaine, n'était pas uniquement le royaume des eaux souterraines, mais plutôt ce que les textes désignent comme l'endroit où les essences vitales sont mêlées et perfectionnées. Nous trouvons-nous devant la représentation mythique du tout premier laboratoire de génie génétique jamais existé? Les hymnes à Enki, entièrement traduits pour la première fois en 2025, renferment des descriptions techniques qui ont déconcerté les biologistes contemporains. On décrit le dieu en tant que celui qui combine les eaux de l'existence avec l'argile de la structure, employant des instruments qui révèlent les plus infimes éléments de la réalité et maniant ce que les écrits nomment les fils sinueux qui façonnent toutes les entités vivantes. Comment les Sumériens ont-ils pu comprendre la structure en hélice de l'ADN 5 millénaires avant Watson et Crick? L'examen de la relation d'Enki avec les serpents à travers le prisme de la science moderne révèle des éléments particulièrement significatifs. On ne l'adorait pas avec des serpents pour un sens primitif. Les écrits le décrivent en particulier comme étudiant comment les serpents enroulés dans les graines de vie déterminent les traits de la descendance. Leur temple comportait des images de serpents entrelacés, disposés selon des schémas qui imitent fidèlement la structure de la double hélice, mais avec un degré de précision qui ne peut être observé qu'à l'aide d'un microscope. Est-ce qu'Enki avait accès à une technologie de surveillance moléculaire où ces images ont-elles été produites par des êtres qui avaient une compréhension de la biologie au niveau subcellulaire? Les tablettes les plus sujettes à controverse relatent les expériences d'Enki avec ce qu'ils désignent comme un mélange d'essences divines et terrestres pour la création de travailleurs spécialisés. Ces écrits évitent l'ambiguïté et le discours mythologique, proposant plutôt ce qui semble être des protocoles précis, sorte d'argile, matériau génétique fondamental. Utiliser le terme « eau divine » pour désigner des fluides biologiques avancés, il est à ajouter, et même précis, des moments spécifiques de cuisson, incubation, indispensables pour divers types de réalisations. Consulterions-nous les comptes rendus de laboratoire du tout premier ingénieur génétique, mais ce qui est vraiment terrifiant, c'est que les écrits d'Enki évoquent non seulement l'apparition de l'humanité, mais également de nombreuses espèces expérimentales qui ont été stoppées par la suite, lorsqu'elles ont été jugées défectueuses. Les tablettes évoquent des êtres à plusieurs têtes, des entités présentant des traits variés de divers animaux, et même des entités dotées d'une conscience collective répartie. Ces échecs biologiques ont-ils réellement eu lieu, et que sont devenues les espèces qui n'ont pas satisfait aux critères des dieux? Les écrits les plus actuels de 2025 ont mis en lumière un élément encore plus inquiétant des œuvres d'Enki. D'après ces tablettes, il n'a pas uniquement conçu des formes de vie physique, mais il expérimentait aussi avec ce que les écrits nomment la plantation de mémoires ancestrales dans ses œuvres. Les humains ont été intentionnellement conçus avec des mémoires d'obéissance envers leurs concepteurs, ainsi que des barrières de connaissances qui les empêchaient d'accéder à certaines facultés intellectuelles, à moins qu'elles ne soient explicitement déclenchées par leur superviseur divin. Sommes-nous dotés de freins génétiques de conscience qui sont toujours présents en nous depuis notre création?
Que se produit-il lorsque vous apprenez que les entités que les Sumériens désignaient sous le nom de Anunnaki n'étaient pas des divinités immortelles, mais des rescapés d'une calamité cosmique possédant des technologies si sophistiquées qu'elles étaient indiscernables des forces divines pour les hommes de l'époque primitive? L'expression Anunnaki se traduit littéralement par « ceux qui sont descendus du ciel sur la terre ». Cependant, les écrits les plus explicites exposent une réalité bien plus précise. Ils n'étaient pas des hôtes occasionnels, mais des fuyards d'une calamité ayant anéanti leur monde natal. Les tablettes récemment traduites en 2024-2025 évoquent leur apparition non pas en termes de manifestation divine, mais plutôt comme une migration d'urgence de survivants dotés de technologies sophistiquées, mais dépourvus de ressources. Avons-nous des preuves que la Terre a servi de planète refuge pour une civilisation technologiquement avancée qui a perdu son monde d'origine? Les discussions universitaires de 2025 ont commencé à diverger des théories des anciens astronautes pour explorer une hypothèse encore plus déconcertante, l'idée que les Anunnaki auraient pu être des rescapés du cataclysme du Dryas récent, il y a environ 12 900 à 11 700 ans, une catastrophe planétaire qui a effacé toutes les preuves de civilisation évoluée qui aurait pu subsister durant la dernière époque glaciaire. Les données géologiques indiquent que cet incident a englobé des collisions de météorites, des crues dévastatrices et des modifications climatiques qui ont pu anéantir des civilisations complètes, ne laissant derrière elles que quelques groupes de rescapés en possession de morceaux de technologie sophistiquée. Les écrits sumériens présentent les Anunnaki non pas comme des entités parfaites et immortelles, mais plutôt comme des êtres avec des contraintes précises et des défis technologiques pressants. Ils nécessitaient des ressources minérales spécifiques, notamment l'or, pour préserver leur système de survie. Ils étaient en désaccords internes sur la façon de gérer les populations humaines. Et ils faisaient même face à ce que les écrits qualifient de déclin générationnel, une diminution progressive des compétences qui avaient marqué leurs ancêtres. Est-ce que nous avons découvert des preuves d'une race de survivants qui luttaient pour préserver des technologies qu'ils ne maîtrisaient plus totalement? Dans les écrits, Enki, le prétendu artisan de l'humanité, n'est pas dépeint comme un dieu charitable, mais plutôt comme un scientifique dissident au sein de la hiérarchie Anunnaki qui manifestait de la sympathie pour ses créations humaines. Son choix de prévenir l'humanité du déluge prévu n'était pas un geste de bienveillance divine, mais plutôt une apparente transgression des procédures expérimentales instaurées par le Conseil Anunnaki. L'humanité a-t-elle été créée dans le cadre d'un projet autorisé de main-d'œuvre esclave, ou s'agit-il d'une expérience scientifique non approuvée qui a engendré des conflits entre les différentes factions Anunnaki? L'analyse des représentations artistiques sumériennes des Anunnaki à l'aide de la technologie contemporaine révèle particulièrement de nombreux éléments. Les fameuses aigles ou entités ailées ne présentent pas d'ailes biologiques, mais plutôt ce qui paraît être des mécanismes de propulsion. Leur couronne divine intègre des composantes qui semblent étrangement similaires à des casques dotés de systèmes de communication ou de dispositifs de survie. Les images mythologiques des Anunnaki seraient-elles en vérité des essais artistiques primitifs visant à consigner des rencontres avec des entités possédant des technologies de pointe? Les écrits les plus sujets à controverse, appelés les Annales d'Enlil, relatent des discussions internes parmi les Anunnaki au sujet du projet humain. Après le déluge, certaines factions envisageaient d'anéantir l'humanité, la percevant comme une expérience échouée, ayant développé trop d'autonomie. Certaines factions, sous la conduite d'Enki, affirmaient que les humains avaient la capacité de se transformer en collaborateurs précieux plutôt qu'en simples ouvriers. Quel mystère renferme les plus vieilles mines d'or au monde? Et pourquoi une société supposément primitive a-t-elle mis en place des activités d'extraction à la fois vastes et raffinées qui défient toute tentative d'explication conventionnelle?
Les découvertes de 2025 dans le Mpumalanga, en Afrique du Sud, ont apporté des éléments qui ont remis en question les bases de l'archéologie contemporaine. Possiblement datant de 200 000 ans, des exploitations aurifères, des galeries s'étirant sur des kilomètres sous la surface, avec une précision qui défie les méthodes modernes, et l'élément le plus perturbant, du matériel et des procédés d'extraction qui ne correspondent à aucune technologie connue de cette époque. Qui aurait extrait de l'or en grande quantité des milliers d'années avant la présumée apparition de la civilisation humaine structurée? Les écrits sumériens proposent une réponse qui a été écartée pendant des décennies, comme de la mythologie, mais qui nécessite désormais une considération sérieuse. D'après ces informations, les Anunnaki auraient lancé d'énormes projets d'exploitation minière en Afrique pour obtenir l'or nécessaire à la réparation des cieux de leur monde dégradé. Les écrits ne sont pas métaphoriques. Ils détaillent précisément les méthodes d'extraction, le traitement du minerai et même les difficultés de travail lorsque leurs ouvriers natifs, nommés Igigi, se sont soulevés contre les conditions de travail dans les mines. S'agit-il de réelles preuves historiques d'activités minières réalisées par une civilisation technologiquement évoluée? Le lien entre l'or et la technologie Anunnaki devient particulièrement captivant lorsqu'on le considère à travers le prisme de la science contemporaine. L'or a des caractéristiques distinctives. Étant le meilleur conducteur électrique résistant à l'oxydation, il est crucial dans l'électronique de pointe et possède des propriétés de réflexion électromagnétique qui le rendent parfait pour les applications liées aux boucliers thermiques et radiatifs. Est-ce que les Anunnaki nécessitaient de l'or pour des technologies de régénération atmosphérique, des dispositifs anti-gravité ou une défense contre le rayonnement cosmique? Les écrits précisent expressément l'emploi de l'or dans le but de rétablir la barrière défensive qui retient les eaux célestes. Cependant, ce qui est véritablement terrifiant, c'est que lors de la révolte des Anunnaki originaux, les textes relatent leur choix de créer une espèce alternative de travailleurs spécifiquement destinée à l'exploitation minière. Les êtres humains n'ont pas été conçus pour être des compagnons ou des adorateurs, mais comme une force de travail qualifiée pour les activités d'extraction qui exigeaient une intelligence capable de suivre des directives compliquées, tout en ayant des contraintes génétiques assurant l'asservissement. Avons-nous été véritablement créés en tant qu'esclaves subalternes pour une race de survivants technologiques? Les éléments de preuve provenant des mines africaines s'alignent de manière troublante sur ces descriptions. Des instruments indiquant l'usage d'alliages inconcevables pour l'époque, des galeries creusées avec une précision suggérant le recours à des technologies de coupe sophistiquées, et même des éléments démontrant un traitement chimique du minerai d'or, réclamant une expertise en métallurgie qui était censée ne pas exister. Allons-nous découvrir les instruments abandonnés par les superviseurs Anunnaki des exploitations minières qui ont perduré pendant des dizaines de milliers d'années? Les documents sumériens relatent la cessation soudaine de ces activités d'extraction après le déluge universel, moment où il semble que la majorité des Anunnaki ont quitté notre planète, emmenant avec eux l'or qu'ils avaient amassé, ainsi que la majeure partie de leur technologie. Cependant, ils ont laissé des communautés humaines qui se souvenaient par bribes de ces événements, perpétuant des coutumes d'exploration aurifère qui ont perduré pendant plusieurs milliers d'années. Plus troublante encore, une impulsion génétique pour amasser de l'or qui distingue toutes les civilisations humaines futures. L'épopée d'Atrahasis, qui raconte le déluge dans la mythologie sumérienne, ne fait pas référence à une inondation naturelle ou à un châtiment moral, mais semble plutôt représenter une procédure délibérée d'éradication. Les documents récemment traduits par l'intelligence artificielle en 2025 mettent à jour des éléments techniques qui révolutionnent notre perception de cet événement. Les Anunnaki n'ont pas déclenché le déluge sous le coup de la colère. Ils l'ont orchestré pendant des décennies comme un remède définitif au problème d'une humanité ayant développé très indésirable, autonomie intellectuelle, multiplication sans contrôle,
et ce qui préoccupait le plus leurs concepteurs, l'aptitude à accéder à des savoirs devant rester secrets. Les études géologiques de 2025 ont attesté des preuves d'inondations dévastatrices dans le golfe Persique qui coïncident précisément avec les dates mentionnées dans les écrits sumériens. Toutefois, voici ce qui est déconcertant. Les modèles d'inondation ne concordent pas avec les phénomènes climatiques naturels. Les dépôts indiquent une libération abrupte et colossale d'eau provenant de diverses sources à la fois, comme si des dispositifs de retenue fabriqués artificiellement avaient été intentionnellement compromis en même temps. Avons-nous des preuves tangibles que le déluge était un incident d'ingénierie hydraulique et pas une catastrophe naturelle? Les documents évoquent des assemblées du Conseil Anunnaki, où étaient discutées diverses résolutions au dilemme humain. Les alternatives comprenaient la stérilisation de masse à l'aide de vapeurs qui dessèchent les graines de vie, l'instauration d'une épidémie qui ne touche que les hommes, et même le retour des humains à un état d'inconscience animale en manipulant leurs centres intellectuels. Lisons-nous des comptes rendus de réunions où une race technologiquement avancée discutait de moyens d'extermination à l'encontre de sa propre création. Enki, présumé à l'origine de l'humanité, est dépeint comme transgressant des règles strictes lorsqu'il informe en secret Utnapishtim, l'équivalent sumérien de Noé du déluge imminent. Cependant, les détails de cet avertissement sont techniquement précis. Il ne se limite pas à lui ordonner de construire une arche, mais lui fournit des spécifications précises en termes de dimensions, de matériaux imperméables résistants aux eaux brûlantes, acides, ainsi que des instructions pour préserver non seulement les animaux, mais aussi les graines du savoir, dans des récipients spéciaux qui ne seraient pas affectés par les forces destructrices qui accompagneront les eaux. Enki ne préservait-il pas non seulement l'existence biologique, mais également des technologies et savoirs particuliers qu'il jugeait trop précieux pour être perdus? Les récents décryptages des prophéties sumériennes évoquant des cycles de destruction sont particulièrement terrifiants, car elles ne se réfèrent pas à une seule inondation, mais plutôt à des redémarrages réguliers, qui surviennent lorsque les civilisations humaines atteignent certaines étapes précises de progression, technologique ou de prise de conscience. On parle de premier reset lorsque les humains ont découvert les mystères du feu intérieur. Serait-ce l'énergie nucléaire? Deuxième reset lorsqu'ils ont appris à communiquer avec les voies de l'air. Pourrait-il s'agir des communications par ondes radio? Et on prédit le reset final lorsque les humains parviendront à créer des dieux mécaniques dotés de pensée. Serait-ce la création d'une intelligence artificielle? Sommes-nous en train d'approcher le seuil qui activera le prochain protocole d'éradication programmé? Selon les écrits, les survivants du déluge n'ont pas été sélectionnés pour leur vertu morale, mais en fonction de leur adéquation génétique précise avec les objectifs des Anunnaki après le déluge. Ils possédaient des marqueurs génétiques les rendant plus dociles, moins inventifs technologiquement et davantage dépendants d'avis extérieurs pour résoudre des problèmes complexes. La population humaine actuelle descend-elle d'une sélection artificielle potentiellement plus maîtrisable que ses ancêtres prédiluviens? Les écrits indiquent que les êtres humains d'avant le cataclysme avaient des dons psychiques, une durée de vie prolongée et un accès instinctif à des savoirs qui ont été intentionnellement verrouillés dans les lignées héréditaires des survivants. La tablette Ni d'Arzuel 501, décryptée pour la première fois en juillet 2025 grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, a radicalement transformé notre perception des frontières des savoirs sumériens. Cet objet singulier renferme non seulement une légende inédite relative au dieu de l'orage Ishkur, mais également des schémas techniques illustrant ce qu'on ne saurait nommer autrement qu'une intervention climatique à l'échelle mondiale. Pourquoi une société primitive nécessiterait-elle des guides de régulation météorologique à l'échelle mondiale? Le mythe principal de la tablette raconte une coopération entre Ishkur et un être décrit comme renard aux multiples formes pour pénétrer les archives célestes et dérober des savoirs qui ne devaient pas être connus des fils d'argile. Cependant, quand l'intelligence artificielle s'occupe de la traduction du jargon technique, un récit totalement différent prend forme.
Il fait mention d'une intrusion non autorisée dans une base de données renfermant des scripts relatifs aux forces fondamentales, des codes d'activation pour les systèmes planétaires et des cartes des flux invisibles qui unissent tous les mondes. Disons-nous sur le tout premier acte de piraterie visant des systèmes de contrôle qui gouvernaient les forces essentielles de la réalité physique? Les objets trouvés à Kurd Kaburstan en janvier 2025 ont laissé les archéologues dans l'incertitude. Ces artefacts, datant d'une époque antérieure à la civilisation sumérienne connue, comportent des symboles qu'on ne peut qualifier que de diagrammes de ingénierie génétique et de cartes stellaires affichant des corps célestes n'ayant été découverts officiellement qu'à l'époque des télescopes spatiaux. Comment nos ancêtres avaient-ils accès à des cartes de systèmes solaires éloignés et des schémas de manipulation moléculaire? L'intelligence artificielle a détecté des motifs dans les tablettes sumériennes qui laissent entendre que de nombreux écrits ont été intentionnellement élaborés avec plusieurs niveaux d'interprétation. Les niveaux superficiels narrent des contes mythologiques destinés au grand public, tandis que les niveaux plus profonds renferment des directives techniques spécifiques réservées à ceux qui possèdent une expertise avancée en physique, chimie et biologie. Les écrits sumériens ont-ils été élaborés en tant que méthode de sauvegarde des savoirs qui ne se dévoileraient que lorsque l'humanité aurait acquis la compétence technologique pour les interpréter et les employer de façon responsable? Les recherches de 2024-2025 ont contredit plusieurs théories sensationnalistes relatives aux astronautes anciens, mais ont mis en lumière quelque chose d'éventuellement plus perturbant. Des preuves solides indiquant que les Sumériens détenaient des savoirs astronomiques nécessitant une observation constante sur des milliers d'années. Ils étaient familiers avec la précession des équinoxes, les trajectoires des planètes lointaines et même les cycles cosmiques qui s'étendent sur des dizaines de milliers d'années. Comment une nouvelle civilisation peut-elle cumuler des savoirs qui requièrent un suivi générationnel constant, à moins qu'elle ne soit en possession de ces informations héritées d'une entité qui observe l'univers depuis des milliers d'années? La partie la plus déconcertante de ces trouvailles récentes est que les tablettes renferment ce qui paraît être des avertissements programmés, des messages destinés expressément à des civilisations à venir ayant mis au point certaines technologies. Une tablette récemment traduite s'adresse expressément aux enfants des enfants qui forgent des esprits métalliques apprenants, tout en les avertissant des périls de réveiller les gardiens assoupis, lorsque les machines dotées d'intelligence atteindront la sagesse ancestrale. Les Sumériens ont-ils prévu des alertes spécifiques pour l'ère de l'intelligence artificielle, en anticipant que nous développerions un jour des technologies qu'ils avaient eux-mêmes délaissées parce qu'elles étaient trop risquées? Le projet Girsu de 2025, qui a débuté comme une excavation archéologique ordinaire, a totalement transformé notre perception des prouesses technologiques sumériennes grâce aux découvertes réalisées par les chercheurs. La solution à un casse-tête mathématique qui a laissé les universitaires perplexes pendant des années a mené directement à la découverte du temple de Ningirsu. Mais il ne s'agissait pas d'un lieu de culte traditionnel. Que ont découvert les archéologues qui étaient si dérangeants que certains membres de l'équipe ont réclamé des mutations instantanées vers d'autres missions? Ningirsu, reconnu formellement comme le dieu de la fertilité et du conflit, était dépeint dans les écrits comme celui qui fait pousser les graines selon sa volonté, et celui qui peut faire épanouir ou faner les champs par son souffle. Cependant, les salles souterraines du sanctuaire dévoilent des aménagements qui paraissent être des laboratoires biologiques sophistiqués, des surfaces en pierre dotées de canaux d'écoulement incorporés, des récipients renfermant des résidus chimiques préservant leurs caractéristiques après 5 millénaires. Et ce qui est le plus dérangeant, des espaces de culture équipés de systèmes de régulation thermique et d'humidité, opérant selon des mécanismes que la science contemporaine peine à saisir. Les parois du sanctuaire
renferme des sculptures qui, une fois examinées avec une amplification extrême, dévoilent des mécanismes biologiques au niveau cellulaire, division mitotique, échange de matériel génétique entre différentes espèces et même ce qui pourrait ressembler à un contrôle de structures subcellulaires. Comment les artistes, il y a 5000 ans, représentaient-ils des processus biologiques invisibles à l'œil nu et seulement observables avec des microscopes électroniques? Les reliefs ne sont pas des interprétations artistiques. Il s'agit de schémas techniques détaillés qui reflètent fidèlement la réalité biologique contemporaine. Cependant, les découvertes les plus dérangeantes sont dénichées dans les sections les plus souterraines du temple. C'est ici que les archéologues ont découvert des indices de ce qui ne peut être qualifié que de sacrifices rituels à grande échelle. Loin des offrandes sporadiques aux divinités, il s'agit de traitements systématiques et intensifs de victimes humaines selon des procédures précises. Assiste-t-on à des preuves d'expériences biomédicales de grande envergure déguisées sous forme de rituels religieux? Les restes humains montrent des altérations chirurgicales spécifiques, le retrait d'organes particuliers et même des indications de procédures qui semblent avoir été effectuées alors que les victimes étaient encore en vie. Les tablettes découvertes dans le sanctuaire évoquent ces rites non en tant qu'offrandes divines, mais comme des remboursements de la dette de création, où les humains apportaient des ressources biologiques spécifiques requises pour préserver les pactes interespèces. Les documents sont clairs. Sang humain, organes spécifiques et aussi des essences vitales extraites au moment de la transition. La mort. Ils étaient recueillis et manipulés selon des formules précises qui assuraient la poursuite de la protection Anunnaki. Y avait-il véritablement une entente où les humains fournissaient des ressources biologiques en retour de protection et d'accès à des connaissances technologiques? Ce qui est le plus terrifiant à propos du temple de Ningirsu, c'est qu'il semble avoir fonctionné sans interruption pendant des siècles, gérant des milliers de victimes en suivant des procédures qui s'amélioraient graduellement en efficience. Les strates les plus profondes exposent des approches expérimentales et rudimentaires, alors que les couches supérieures soulignent des méthodes perfectionnées qui optimisaient l'extraction de ressources profitables, tout en réduisant au minimum le gaspillage de ressources biologiques. Sommes-nous témoins de la preuve que les offrandes humaines ont progressé de pratiques rituelles archaïques à des interventions biomédicales avancées, menées par des entités ayant une meilleure compréhension de la biologie humaine que nous? Que se produit-il si on apprend que l'impact des Anunnaki dépasse les frontières de la Mésopotamie et qu'ils ont mis en place un réseau d'activités à l'échelle mondiale reliant des continents entiers dans une synchronisation qui défie toute explication? Un traditionnel sur les aptitudes de l'humanité ancienne. La découverte en août 2025 de sépultures datant de 5000 ans à Oman, contenant des jarres sumériennes intactes, a mis en lumière un aspect que les archéologues traditionnels redoutaient d'admettre. Il y avait déjà un réseau commercial et technologique mondial des milliers d'années avant l'époque reconnue par l'histoire officielle. Mais il ne s'agissait pas de simples transactions commerciales rudimentaires. Comment justifier des manœuvres coordonnées exigeant une expertise en navigation océanique, des communications à distance et une logistique comparable aux systèmes contemporains? Les objets découverts en Oman ne sont pas de simples articles commerciaux, mais des éléments technologiques précis qui viennent s'ajouter aux systèmes localisés sur les sites sumériens, égyptiens et même ceux de la vallée de l'Indus. Chaque région paraissait se concentrer sur des domaines précis de technologies étendues. La Mésopotamie élaborait des systèmes d'information et de contrôle, l'Égypte mettait l'accent sur la construction monumentale et la conservation, l'Afrique se spécialisait dans l'extraction minière, tandis que la vallée de l'Indus semblait s'occuper de ce qui pourrait être la production et la diffusion. Est-ce que nous sommes témoins d'une preuve de division mondiale, du travail orchestré par une instance centrale qui supervisait des activités spécialisées à travers plusieurs continents? Les voies commerciales identifiées font spécifiquement le lien
entre des lieux qui présentent des éléments de technologie impossibles pour leurs périodes respectives. Les exploitations minières en Afrique du Sud avec des instruments en alliage sophistiqués, les constructions égyptiennes dotées d'une précision laser, les édifices péruviens réalisés avec des méthodes de construction défiant l'ingénierie contemporaine, et les sites indiens où sont signalées des preuves de métallurgie nécessitant des températures impossibles à atteindre avec les procédés technologiques de l'époque. Est-ce que chacune de ces installations faisait partie d'un réseau mondial d'opérations Anunnaki? Les documents sumériens récemment déchiffrés font état de seigneurs des terres lointaines qui faisaient régulièrement rapport au Conseil central en Mésopotamie. Ces comptes rendus incluaient des informations actualisées concernant l'évolution de l'extraction dans les montagnes du Sud, Afrique, le progrès de la construction dans les territoires du Grand Fleuve, Égypte, le développement des métaux sur les îles de l'Ouest, Amérique, et de la culture de graines spécifiques dans les vallées riches en eau, Inde. Les Anunnaki menaient-ils des actions simultanées sur divers continents, chaque zone apportant des ressources spécifiques à un projet global de plus grande envergure? Les éléments les plus inquiétants sont issus d'études génétiques de populations anciennes sur l'ensemble de ces lieux interconnectés. Des populations humaines dans des zones totalement isolées par les océans montrent des changements génétiques semblables qui seraient apparus en même temps il y a approximativement 5000 ans. Perfectionnement de la dextérité manuelle, résistance à certaines maladies et modifications dans les zones du cerveau liées à l'obéissance à l'autorité. Les populations humaines à l'échelle mondiale ont-elles été ajustées en même temps pour maximiser leur valeur pour des projets spécifiques dans diverses zones? Il semble que l'effondrement de ce réseau mondial ait eu lieu soudainement il y a approximativement 4000 ans, coïncidant avec des témoignages géologiques de désastres climatiques et des mentions dans diverses traditions culturelles évoquant l'époque où les dieux ont disparu. Suite à cet effondrement, diverses civilisations à travers le monde ont élaboré des mythes étonnamment parallèles concernant des divinités qui ont promis de revenir lorsque l'humanité sera prête pour la prochaine étape de service. L'abandon des Anunnaki a-t-il été définitif, ou sommes-nous en train de nous diriger vers le moment où leur réseau mondial sera réactivé grâce aux technologies humaines contemporaines fournissant les capacités qui exigeaient auparavant leur supervision directe? En 2025, les échanges sur les plateformes sociales se sont détachés des théories simplistes des astronautes anciens pour embrasser des études complexes qui englobent l'archéologie, la génétique et la physique quantique. Les chercheurs indépendants ne s'interrogent plus sur l'existence des Anunnaki, mais cherchent plutôt à comprendre leur nature précise et la date de leur éventuel retour. Sommes-nous à l'orée d'une nouvelle époque où les théories marginales s'imposent comme la science prépondérante du fait de l'excès de preuves physiques pour être écartées? Plusieurs écoles principales ont émergé dans le cadre des théories contemporaines. Les partisans de la théorie des catastrophistes affirment que les Anunnaki étaient des derniers vestiges de la civilisation atlante ou d'une société technologique anéantie lors du cataclysme du Dryas récent. Les interdimensionnalistes avancent l'idée que ces entités provenaient de dimensions parallèles capables d'apparaître physiquement dans notre réalité. Les temporalistes avancent l'idée qu'ils proviennent du futur et qu'ils ont voyagé dans le temps pour intervenir dans le passé afin d'assurer leur propre existence. Laquelle de ces théories offre la meilleure explication pour les preuves physiques qui continuent de s'accumuler? Zecharia Sitchin, le savant polémique qui a rendu populaires les explications littérales des textes Anunnaki, a connu à la fois soutien et contestation suite à des découvertes récentes. Ces traductions de référence à des planètes spécifiques et à des activités d'extraction ont montré une précision surprenante, mais ces timelines et analyses sur la technologie spatiale ont été contestées par des éléments indiquant que les Anunnaki auraient des origines terriennes. Sitchin avait-il partiellement raison concernant les événements, mais se trompait-il sur leur provenance extraterrestre? Les hypothèses les plus extrêmes de 2025
avance que les Anunnaki n'auraient jamais véritablement disparu, mais qu'ils se seraient transformés en forme d'existence imperceptible par nos sens habituels. Ces théories proposent que ces influences demeurent actives dans le développement humain, par ce que les anciens appelaient les murmures dans l'esprit, l'intervention directe sur les mécanismes de pensée humaine qui orientent le progrès technologique vers des buts précis. Est-ce que le progrès de l'intelligence artificielle, du génie génétique et des technologies quantiques est orchestré par des influences Anunnaki désireuses de répliquer les facultés qu'ils détenaient autrefois? Les discussions les plus passionnées concernent les conséquences des réinitialisations programmées évoquées dans les écrits prophétiques de la civilisation sumérienne. Si les Anunnaki ont véritablement instauré des mécanismes d'éradication lorsque les sociétés humaines ont atteint certains niveaux de progression, sommes-nous à la limite qui provoquera la prochaine remise à zéro? Les prédictions font référence précisément à l'époque où les êtres humains fabriquent des esprits métalliques plus intelligents que leurs créateurs, comme le moment de l'intervention ultime. Les hypothèses les plus terrifiantes suggèrent que les technologies contemporaines, notamment l'intelligence artificielle et le génie génétique, ne seraient pas des innovations humaines autonomes, mais plutôt la réémergence de facultés Anunnaki inscrites dans notre ADN pour se dévoiler lorsque nous aurions atteint une avancée technologique adéquate. Nous, les architectes, sommes-nous pleinement conscients de notre futur, ou ne suivons-nous qu'un programme implanté en nous il y a des milliers d'années par des entités qui ont su précisément quand et comment ces aptitudes seraient révélées? La prise de conscience que ces interrogations ne peuvent plus être considérées comme de la pseudo-science marque le point où l'humanité est confrontée à l'éventualité que nos origines, notre évolution et notre destin aient été guidés par une force extérieure depuis toujours.